Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec le Conseil des ministres qui s'est réuni ce jour, mercredi 26 novembre 2014, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes, le compte rendu avec Sadi Sanda. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Ce projet de loi a pour objet d'autoriser le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intersession. En effet, le gouvernement, dans le cadre des programmes de réforme soutenus par les partenaires techniques et financiers et du renforcement de la sécurité dans certaines parties du territoire national, pourrait être conduit durant l'intersession à prendre éventuellement des actes relevant du domaine de la loi. Il s'agit entre autres de la ratification des accords de prêt et de protocoles de dons comportant des commissions et des intérêts, des textes de forme législative nécessaires à la mise en œuvre des programmes conclus avec les partenaires au développement et les textes de forme législative nécessaires à la mise en œuvre du volet sécuritaire du programme du gouvernement, à l'exception de ceux relatifs aux matières visées aux articles 104 et 105 de la Constitution. Ce présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant le décret numéro 2014-445-PRN-MM-DI du 4 juillet 2014 portant organisation du ministère des Mines et du Développement industriel. L'objectif de cette modification est de prévoir que l'organisation et les modalités de fonctionnement du guichet unique de mise en œuvre du Code des investissements seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres et ce, par dérogation aux dispositions du décret numéro 2011-526-PRN-MFP-T du 26 octobre 2014 portant modalité d'organisation des services centraux des ministères et de détermination des attributions de leurs responsables. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déterminant les matériels susceptibles d'être utilisés pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les matériels susceptibles d'être utilisés pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant virement de crédit au titre du budget général de l'État, gestion 2014. Ce projet de décret est pris conformément à la loi organique relative aux lois des finances qui précise que tout virement de crédit au titre du budget général de l'État pour l'année en cours doit intervenir par décret pris en Conseil des ministres. C'est dans ce cadre qu'intervient le présent décret. Au titre du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du cadre stratégique de la gestion durable des terres au Niger et son plan d'investissement 2015-2029. Au Niger, la dégradation des terres constitue une problématique environnementale majeure qui entrave les efforts de développement en limitant considérablement les capacités productives des écosystèmes. La gestion durable des terres est devenue un impératif en raison du rôle clé qu'elle joue pour la préservation de la base productive des sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, de la foresterie et de l'environnement. C'est dans cette optique qu'est lancé dès 2007 le processus d'élaboration du cadre stratégique de la gestion durable des terres au Niger et son plan d'investissement 2015-2029. Ainsi, cet élan vient conforter les engagements pris par le président de la République, chef de l'État, à travers son initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et permet à l'horizon 2029 la mise en place d'un partenariat dynamique entre les différents acteurs et contribue à la restauration des terres dégradées et à une meilleure gestion des écosystèmes et de leurs ressources.
Par ailleurs, il convient de noter que parmi les actions engagées dans le plan d'action de cette stratégie figure en bonne place la création d'un bois dans chaque village du Niger. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 2010-89 du 16 décembre 2010, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications. L'ordonnance numéro 2010-89 du 16 décembre 2010 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 99-045 du 26 octobre 1999 portant réglementation des télécommunications prévoit à son article 18 que l'établissement et l'exploitation des réseaux et services de télécommunications ouverts au public sont soumis à l'obtention d'une licence accordée par décret pris en Conseil des ministres. Il ressort de cette disposition que les opérateurs bénéficiant de licences disposent d'un droit d'accès aux réseaux et services internationaux de télécommunications ouverts du public. Or, aujourd'hui, il est établi qu'une part importante du chiffre d'affaires des opérateurs se réalise sur l'activité de terminaison du trafic international entrant ou sortant et sur laquelle il n'existe pas encore de mécanisme de contrôle approprié pour vérifier la sincérité des déclarations des chiffres d'affaires par les services fiscaux. Pour répondre à cette problématique et faire contribuer significativement le secteur de l'économie numérique aux recettes budgétaires, il apparaît indispensable que l'État se dote d'un système de parcelles internationales unique pour assurer le transit du trafic des communications internationales entrant et sortant à destination ou en provenance du Niger. C'est dans cette optique que ce projet de loi est adopté. Le présent projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. À l'Assemblée nationale, les parlementaires ont débattu cet après-midi le point relatif à la motion de censure déposée par l'opposition parlementaire à l'encontre du gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini. Les débats viennent de prendre fin et l'hémicycle observe présentement une pause avant la réponse du PM à toutes les questions posées. Nous y reviendrons ultérieurement. Et puis notez que Caire International a commémoré hier, 25 novembre 2014, ses 40 années de présence au Niger au Palais des Congrès. C'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres invités civils et militaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ouverture hier après-midi à Niamey, la réunion annuelle des coordonnateurs des programmes et partenaires du réseau Rollback Malaria de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. C'était en présence de la première dame Aïssata Issifou, marraine de la lutte contre le paludisme au Niger et du ministre en charge de la santé publique. Les présidents avec Djouari Issiaka et Abdoulaye Hamidou. Cette rencontre annuelle de coordonnateurs des programmes, des experts et chercheurs et les partenaires impliqués dans la lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie rentre dans le cadre de la revue et de la planification des activités de lutte contre le paludisme. Le réseau WORN, West Africa Rollback Malaria Regional Network, a choisi une fois encore le Niger pour abriter leurs travaux. Une table ronde a été organisée ici même à Niamey avec pour thème central comment impliquer le secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest. La première dame, Hadja Aïssata Issifou, marraine de la lutte contre le paludisme au Niger, a loué cette initiative et plaidé pour un engagement fort et pour une implication de tous. Comme vous le savez, le Niger, à l'instar des autres pays africains, paye le lourd tribut du paludisme. Pour faire face à cette situation préoccupante, la lutte contre le paludisme constitue un des acteurs prioritaires du programme de la Fondation Gourivi Meilleur que j'ai l'honneur de présider. Si j'ai tenu à être là aujourd'hui, c'est aussi pour vous transmettre les encouragements du président de la République et vous faire part de son engagement personnel dans la lutte contre cette maladie, engagement qu'il a maintes fois renouvelé aussi bien au niveau national qu'au niveau international. En organisant cette rencontre annuelle avec les acteurs de la lutte contre le paludisme, Rollback Malaria a pris ici une initiative heureuse, pleine de sens et de symboles.
Ensemble, nous devons soutenir la lutte contre le paludisme et réfléchir aux meilleures stratégies pour son financement et son élimination dans l'espace ouest africain. En effet, la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 requiert la mobilisation de tous, notamment celle du secteur privé, auquel je lance un vibrant appel pour une implication effective dans le financement de la lutte contre la maladie. Car il est démontré que le paludisme est la première cause d'absentéisme dans le monde du travail dans nos différents pays. Ce plaidoyer, en tant que marraine de la lutte contre le paludisme au Niger, est en direction de tous. C'est un combat de tous les jours. J'espère avoir été entendue et comprise. C'est un événement important selon le ministre de la Santé publique, car les voies d'une santé meilleure pour nos populations passent par le combat des maladies endémiques, facteur de nombreux décès dans nos pays. Au Niger, le paludisme représente en moyenne 20% de causes de consultation pendant la saison sèche et 80% pendant la saison pluvieuse. Il est la première cause de morbidité et de mortalité dans toutes les tranches d'âge. C'est conscient des répercussions du paludisme que le directeur général de l'OMS a lancé l'initiative Faire reculer le paludisme ou Rollback Malaria en octobre 1998. Le Niger a adhéré à cette initiative depuis 1999. Mesdames, Messieurs, lors du sommet spécial de l'Union africaine sur le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme en juillet 2013 à Abuja, les chefs d'État ont félicité des initiatives des communautés économiques régionales qui ont fait de l'accélération de la lutte contre le paludisme et de l'éradication du paludisme une priorité. Le paludisme est un problème de santé publique, première cause de consultation médicale au Niger, environ 4 300 000 consultations par an et surtout en saison pluvieuse. Cause également du fort taux de morbidité infanto-juvénile au Niger, selon le chef de file de partenaires du secteur de la santé au Niger. Donc, cette rencontre de 5 jours permettra de discuter des voies et moyens de renforcer le réseau de partenaires Rollback Malaria, de mobiliser des ressources en vue de lutter efficacement contre le paludisme en Afrique de l'Ouest. Point de presse ce matin du ministre de la Justice, garde des Sceaux relative à la mise en liberté provisoire des personnes détenues impliquées dans l'affaire dite des bébés importés. Contrairement aux idées véhiculées, il n'y a aucun lien entre cette mise en liberté provisoire et l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, et le cas de Mme Hamadiza n'a rien de politique, a souligné le ministre Marou Amadou, qui par ailleurs a donné l'éclairage nécessaire sur la procédure de mise en liberté provisoire. Un extrait de ce point de presse. Je confirme et persiste à dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre les deux événements du 24 novembre et du 25 novembre, c'est-à-dire l'élection de M. Amadou Salifou au perchoir de l'Assemblée nationale et la mise en liberté provisoire de certaines personnes dans le dossier de supposition d'enfants. Que cette question, et il faut le croire, la décision d'hier 25 novembre ne relève ni du parquet, a fortiori du gouvernement. Qui plus est, et je voulais le rappeler ici, le parquet s'est opposé à cette mise en liberté provisoire, d'autant que pour le ministère public, cette affaire reste gravissime et n'a pas cessé de causer un trouble grave et persistant à l'ordre public, sans compter que l'affaire est presque bouclée et sera incessamment jugée. Et du reste, il faut qu'au Niger, et une bonne fois pour toutes, on s'entend sur une chose. Liberté provisoire n'est pas relaxe. Elle n'est pas une liberté définitive. Car pour ceux qui l'ignorent, vraiment pour ceux qui l'ignorent, après le jugement de cette affaire, ceux qui seront condamnés, comme vous savez, c'est un délit pour lequel les personnes prévenues peuvent être condamnées à plusieurs années d'emprisonnement.
Alors, à ma connaissance, les personnes qui sont dans ce dossier n'ont pas fait 1 an d'emprisonnement. Si donc, après jugement, ces personnes sont reconnues coupables et condamnées à des peines d'emprisonnement supérieures au temps qu'ils ont passé en prison, ces gens-là retourneront en prison pour purger le reste de leur peine. Il faut que ça soit très clair. S'agissant maintenant de Mme Hama Amadou, le procureur général l'a dit, mais je le répète ici, son avocat, toujours lui, qui d'exception en exception fait en sorte que l'affaire de la pauvre dame se retrouve à la Cour de cassation, son dossier n'a pas été examiné hier à la Cour d'appel. Vous l'avez entendu, il dit que le juge d'instruction est radicalement incompétent pour connaître de cette affaire. Pour, dit-il, le Nigeria ne s'est pas plaint, personne au Niger ne s'est pas plaint. Comme s'il y a en première année de droit, ou disons même de sociologie, parce que, ma foi, n'importe quel citoyen peut dénoncer une infraction et qu'elle puisse être poursuivie. Et que de ce fait, le juge saisi de l'affaire reste compétent pour en connaître. Je trouve que ce monsieur, et bien sûr, ceux qui veulent politiser cette affaire, font des commentaires malheureux et vraiment, pour ne pas dire ridicule, dans cette affaire, puisque lui, je crois, il en fait un fonds de commerce, à la fois financier et politique, au lieu d'en faire un sacerdoce, donner les meilleurs conseils à ses clients pour qu'ils en sortent au mieux de ce que la loi permet dans notre ordonnancement juridique. Et c'est valable pour toutes les affaires, du reste, qu'il a traité depuis bientôt 3 ans, où il confond son statut d'opposant politique à son rôle d'avocat. Direction d'Osso, où dans le cadre des préparatifs de la fête du 18 décembre, le président de la commission accueil, hébergement et restauration nous fait le point sur l'organisation matérielle de leur commission. Le compte rendu avec Rachida Nawada et Habibou Bakou. Nous avions retenu 9 foyers de restauration au niveau des 9 quartiers que compte la ville de Dosso. Et à chaque quartier, nous avions attribué un site d'hébergement. Cela veut dire que chaque quartier doit préparer à manger, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, à un site bien défini qui lui a été attribué. C'est ça l'organisation matérielle par rapport à la restauration. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que nous attendons à peu près 3000 personnes qui viendront donc entre le 10 et le 18 décembre à Dosso et qu'il faut bien entretenir, donc bien nourrir. C'est ça l'organisation matérielle au niveau de la restauration. Au niveau de l'hébergement, vous voyez bien que dans un premier temps, il y a toutes ces villas, ces nouvelles villas dans le cadre de Sosoga qui sont presque achevées. Les dernières seront réceptionnées probablement au plus tard le 5. Vous avez ces 100 villas et vous avez ces 14 bâtiments à étages pour abriter les VIP. Il y a également dans la ville des bonnes volontés qui ont mis à notre disposition leurs villas pour nous permettre d'héberger les autres qui vont arriver. L'un dans l'autre, par rapport aux préparatifs sur l'hébergement, nous pensons que à partir du 5, nous serons déjà totalement prêts
pour prendre en charge tous ceux qui arriveront à partir de cette date. Mais déjà, nous sommes dans le festival parce qu'il y a certains volets qui n'attendent pas la date du 5 ou la date du 10 pour arriver à Dosso. Actuellement, nous venons de recevoir 150 jeunes venus de 8 régions du pays. Ces jeunes qui vont préparer les fresques, donc c'est-à-dire le mouvement d'ensemble. Ils sont déjà là et j'estime que vous pouvez aller les voir. Ils sont bien logés et ils sont bien nourris. Donc voilà, nous sommes déjà dans le festival et notre commission déjà est à pied d'œuvre dans la tâche qui lui a été dévolue. En ce qui concerne l'accueil, nous avons retenu de recruter 220 hôtesses. Ces 220 hôtesses, nous allons les répartir aussi au niveau d'abord de l'accueil sur les 3, n'est-ce pas, voies d'accès à la ville. Et nous allons également occuper l'ensemble des sites avec des hôtesses sur le plan organisationnel toujours. Devant chaque sous-commission, nous avons responsabilisé les préfets de la région. Et donc nous allons bientôt demander à ces préfets de vaquer aux tâches courantes, de les laisser au niveau des secrétaires généraux et qu'eux viennent siéger à partir d'une certaine date, à partir de 5 probablement, ils viennent siéger directement ici pour prendre en charge la direction de leur sous-commission. Nous avons donné une très bonne composition au niveau donc de la commission accueil, hébergement et restauration, un groupe de femmes par quartier, dont la composition, évidemment, ça renferme toutes les femmes de toutes les couches socio-professionnelles. C'était plutôt l'interview du gouverneur de Dosso, Abdoulaye Issa, qui est aussi président de la commission accueil, hébergement et restauration. Dans le cadre toujours de la fête tournante du 18 décembre 2014, les promoteurs hôteliers de Dosso sont à pied d'œuvre en vue de renforcer la capacité opérationnelle de leur complexe hôtelier. Convaincus de l'importance que les plus hautes autorités nigériennes accordent aux préparatifs de la fête de l'anniversaire de la proclamation de la République, que la ville de Dosso accueillera cette année, les promoteurs hôteliers de la région de Dosso ont à cet effet entrepris des travaux de réfection de leur complexe hôtelier en vue d'offrir un cadre agréable et confortable aux visiteurs. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes en totale réfection. On a même arrêté un moment de prendre les clients pour réfectionner l'hôtel. Vous le constatez actuellement, c'est un chantier. Mais Inch'Allah, nous avons bon espoir et les travaux avancent normalement et nous sommes à peu près à 90 à 80% de taux de réalisation. C'est pour le 18 décembre que nous sommes en train de faire ces travaux. Parce qu'au début, vraiment, nous n'avons pas trop l'intention de le faire. Mais pour mieux organiser le 18 décembre, parce que nous savons que c'est une fête tournante et que nous avons la chance, moi j'appelle ça en tout cas une chance, en tout cas pour organiser ça ici à Dosso. Donc on doit présenter vraiment beaucoup d'infrastructures hôtelières. Nous avons décidé d'augmenter la capacité d'accueil de nos chambres. C'est une formation organisée par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme. C'est un appui, en tout cas venant de l'État, parce que honnêtement, ça, je préfère vraiment être ouvert. Nous n'avons rien payé pour cette formation. À l'image de l'hôtel Toubal, de tout nouveaux hôtels sont en pleine construction. C'est un hôtel qui est très grand, qu'on ne peut pas finir d'ici un mois, mais une bonne partie quand même sera faite d'ici là. De notre côté, nous remercions franchement l'État pour toutes les facilités qui nous ont été accordées dans le cadre de la construction de cet hôtel-là. Pour renforcer la capacité opérationnelle du personnel des unités hôtelières et de restauration, d'énormes efforts ont été consentis par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Comme vous le savez déjà, il y a même une formation du CNPT qui est sous tutelle du ministère du Tourisme et de l'Artisanat en ce moment à Dosso, en partenariat avec le FAPCA. Et tout ça rentre dans le cadre d'un renforcement de capacité pour les personnels des hôtels
dans le cadre de la fête du 18 décembre. Et vraiment, on est fiers du soutien de l'État sur la formation qu'on nous apprend. On attend d'apprendre sur la réception concernant les accueils, les enregistrements, les informations sur les clients. On a du 10 novembre au 10 décembre. La mobilisation est donc de mise à tous les niveaux. Elle doit être pérennisée pour gagner ce pari de Dosso Soga. Retour à Niamey, le pouvoir de 1,8 milliard d'adolescents, des jeunes et la transformation de l'avenir, c'est le thème retenu pour le lancement hier après-midi du rapport sur l'état de la population mondiale édition 2014. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, en présence notamment de la représentante de l'UNFPA et bien d'autres invités. La clôture de cette activité est également intervenue le même jour. Le point avec Aïchatou Munkaila et Youssoufou Suleiman. Le pouvoir de 1,8 milliard, les adolescents, les jeunes et la transformation du futur. Un thème choisi afin d'attirer l'attention des États, notamment ceux en développement, à entreprendre désormais des actions concrètes visant à améliorer les conditions de vie des jeunes. Si on investit dans les jeunes, on peut éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout. On peut assurer à tous une vie en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous. On peut offrir une éducation inclusive, équitable et de qualité au niveau du primaire et du secondaire et assurer une croissance économique inclusive et durable, le plein emploi, un travail productif et un travail décent pour tous. On aurait atteint ce fameux dividende démographique. Occasion pour la ministre de la Population de s'apaisantir quant à elle sur la situation de la jeunesse nigérienne ainsi que sur les efforts que ne cessent de consentir les autorités de la 7e République pour le bien-être et l'émergence de celle-ci. Au Niger également, la situation des jeunes et des adolescents constitue une préoccupation majeure pour faire face aux défis liés aux questions d'adolescents et jeunes dans notre pays. Plusieurs actions ont été initiées par les autorités politiques. Et on peut citer, entre autres, l'adoption d'une loi sur la santé de la reproduction qui favorise l'accès aux services de santé de la reproduction, y compris les adolescents et les jeunes. L'élaboration de 2 plans de développement sanitaire pour la période 2005-2010 et pour la période 2011-2015 qui mettent un accent particulier sur la santé reproductive et sexuelle des jeunes et adolescents. Notre département ministériel, avec l'appui des partenaires au développement, a mené plusieurs actions d'information, sensibilisation et conscientisation des populations. Échanges et débats entre jeunes et acteurs intervenant dans la promotion des jeunes relativement au mariage précoce ou forcé, la déscolarisation de la jeune fille, entre autres, ont marqué les travaux. Travaux dont la clôture a abouti à plusieurs recommandations. Ces recommandations, rassure le secrétaire général du ministère de la Population, feront l'objet d'une étude minutieuse.